Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et cette semaine j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un dont le parcours et ses difficultés vont intéresser beaucoup d'entre vous. Spécialisée dans l'accompagnement de femmes hypersensibles, elle les aide via différentes approches à tendre vers de l'apaisement et la libération de leurs blocages émotionnels. Et elle s'y connaît en la matière, ayant elle-même connu une phase de rupture avec le monde du travail, pour le dire clairement un burn-out. Aujourd'hui sortie de cette spirale très négative, elle a accepté de venir en parler à mon micro et je l'en remercie. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Clara. Bonjour Clara. Bonjour Paul. Comment Bonjour vas-tu ? vous tous. Très chaudement mais très bien et heureux d'être à tes côtés. Bon, prête à nous exposer un petit peu ton parcours ? Avec grand plaisir. Super. Alors avant qu'on commence, je voulais juste dire à tout le monde, donc comme je disais, on va bien évidemment revenir sur ton parcours, sur ce que tu fais aujourd'hui, sur ce que tu faisais avant. Mais comme je disais dans la présentation, on va aussi beaucoup parler de burn-out aujourd'hui. Et si je le précise, c'est parce que c'est ni un mot qu'on utilise à la légère, ni un sujet qu'on aborde sans précaution. Donc, avant cet entretien, j'en ai parlé à Clara, et on a pris le temps d'en discuter. Et c'est donc avec son accord, et même son envie de partager son expérience, qu'on a choisi d'en faire un vrai fil conducteur de cet échange. Exactement, et je t'en remercie, parce que c'est vraiment ça, de partager l'expérience et d'en faire un cadeau. Super. Bon, pas de voyeurisme, pas de sensationnalisme, on est juste là pour échanger sur ce sujet-là, et on l'espère que ce sera utile pour celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce genre de parcours. Absolument. Bon. Est-ce que la petite présentation que j'ai faite de toi, de ton activité, ça te va ? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Non, je m'y retrouve complètement. Donc aujourd'hui, t'accompagnes... alors, j'ai plutôt orienté sur les femmes, mais tu fais pas que ça, je crois. Je fais également donc les maris ou certains hommes, en effet. C'est principalement les femmes qui font la démarche. Mais ça peut être aussi pour le couple et parfois les mamans qui m'envoient leurs adolescents, en effet. Ils arrivent avec quel type de problématique, ces gens-là ? Alors, problématique de communication, de prendre sa place et vraiment de respecter leurs propres besoins. D'accord. Pour des enfants, ça va être aussi bien souvent le positionnement de comment communiquer, penser que ça se passe bien, mais qu'en fait, il leur manque des éléments de compréhension d'eux-mêmes pour justement prendre plus justement leur place en douceur. Donc tu accompagnes des gens qui sont un petit peu perdus et qui ne savent pas trop où ils en sont, quoi. C'est complètement ça, qui sont dans le brouillard. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ton parcours, ce que tu faisais avant tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu de ton parcours pré ton activité au jeu d'aujourd'hui ? Oui, alors si on part de loin, moi j'ai 59 ans et j'ai un parcours très très riche. J'ai commencé par la comptabilité où ça ne me plaisait pas, c'était un peu un choix subi. Et c'est ça qui est important finalement, je subissais et je demandais l'aval à l'époque de mon papa, ensuite de mes frères ou de mon conjoint. Et j'ai fait aussi du commerce, du coup, là, je m'éclatais vraiment. Je tenais un salon de thé ensuite, où on avait les repas le midi, on avait vraiment la clientèle, fidèle, vraiment le lien humain qui était important pour moi, de prendre toujours soin de mes clients, comment ils allaient. Et ensuite, j'ai découvert aussi un métier de ressources humaines, où là, je me sentais un peu moins à ma place. J'étais en gros la personne à l'accueil qui fait... Standardiste Assistante Assistante, voilà, du directeur, mais sans pour autant avoir été formée. Donc il y avait aussi ce syndrome, tu vois, d'illégitimité, pas de diplôme. Et au final, j'ai occupé ce poste et j'étais vraiment la femme dans toute sa splendeur, toujours en tailleur, toujours bien gominée, etc. Et ensuite, j'ai fait 15 ans de pause, j'ai eu 2 enfants, je me suis mariée. Et j'ai découvert ensuite le monde du commerce, mais à domicile. Et là, je proposais donc des ateliers chez les personnes, et c'était toujours aussi être aux petits soins, ne proposer le produit que si ça répondait aux besoins de la personne. C'était important pour moi, sauf que derrière, il y avait la réalité de vendre, de faire du chiffre, de recruter, de former. Et c'est ce qui m'a amené à ce mur que je n'ai pas vu, que je n'ai pas voulu voir. Ok, c'est ça qui t'a plongé dans le burn-out. Oui, parce que entre l'illégitimité, la culpabilité de jamais bien faire, de vouloir être parfaite, le côté des hypersensibles, c'est qu'on absorbe tout, mais qu'on veut être aussi tout faire bien finalement pour ressembler aux autres.
Je bossais non-stop et à un moment donné, je me suis pris le mur et ça a été le début du... Ok. Alors on va revenir dessus. Effectivement, moi je voulais juste donc parler de ton parcours précédent. Donc des choix subis finalement, tous subis, ou est-ce qu'il y a eu au moins quelques choix qui ont été Oui, il y avait volonté. des choix, mais alors, il y avait ceux où je cherchais la validation en fait de l'autre. Je l'ai compris après à travers mes formations que c'était quelque chose qui me manquait, de me dire je suis entière finalement, je peux décider, je peux choisir. Bien sûr que dans mon couple, je respecte les besoins personnels, mais aussi celui du conjoint ou du partenaire ou d'un collègue. Mais du coup, oui, il y avait cette recherche de légitimité, de validation qui venait du fait que j'avais pas suffisamment conscience de mes besoins. Aujourd'hui, comme je les ai décryptés, c'est ce que j'amène aussi dans mes accompagnements, savoir de quoi on a besoin, on est tous uniques. J'ai plus besoin de cette validation. Pour autant, je vais quand même échanger sur tiens, j'ai tel projet et de me faire accompagner par exemple en marketing ou autre, parce que chacun sa spécialité. Ouais, donc tu faisais tes choix en fonction des autres en fait. Oui, par exemple, quand en troisième, mon papa, c'était le choix de passer en seconde ou d'aller dans un brevet professionnel. Mon papa, on était quand même 7 enfants. Sincèrement, je me revois toute petite le regarder et j'attendais quelque part qu'il me dise « Allez, on y va ». Et là, je me serais dépassée. J'aurais dit « Ok, il croit en moi, donc je peux croire en moi ». Ok, et la Clara beaucoup plus jeune, est-ce qu'elle rêvait de faire quelque chose? Est-ce qu'elle avait des métiers rêvés? Une grande rêveuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois j'étais un peu trop perchée. C'est ce qui rejoint aussi mon activité du jour finalement. Et une grande rêveuse, je voulais voyager, je voulais faire plein de choses. Et du coup, je paraissais vraiment éparpillée. Mais je voulais un coup pilote de Formule 1, enseignante pour partager ce que je sais faire. Le côté très organisatrice, très leader, de dire chacun sa tâche et tout est fait. Et le côté aussi très besoin de mouvement, quoi, besoin de bouger, de voyager et de rendre le monde meilleur. Oui, donc effectivement, les métiers comptables que tu faisais au début, ou qui sont plutôt sédentaires, on va dire, c'était peut-être pas fait pour ta personnalité. Pas du tout pour moi. Moi, j'ai besoin de variété, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de prendre des récréations. Je peux pas être focus sur quelque chose pendant 3 heures. C'est contre nature. Tout à fait. Donc parcours qui t'a amené jusque donc cette fameuse expérience de commerce à domicile, c'est ça? Oui. Qui a été alors comment venons-en au fait du coup, donc c'est cette expérience-là qui t'a mené au burn-out, c'est ça? En fait, c'est grâce à... Moi, je dis bien aujourd'hui, avec le recul, parce que je regarde dans le rétro, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sereine. C'est vraiment de se dire, c'est cette expérience-là qui était géniale. Et je sentais qu'il y avait des freins à un moment donné. Alors, je mettais ça sur le compte, t'as pas de diplôme, t'as jamais été commercial, tu sais pas ce que c'est que le métier, de tenir des tableaux Excel, finalement. Et puis, je voyais bien des signaux, mais que j'arrivais pas à identifier. Quand je suis passée VRP, je me disais non. Après, je suis passée responsable de secteur. Là, je dis chouette, je vais pouvoir emmener les gens en haut de la colline. Et il y a eu ce dernier bon de commande où vraiment ça a été un message clair et net que la récré était finie, qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Et là, je dis, c'est bien gentil en gros, mais je fais quoi? C'est parce que finalement, tu dis que sur cette expérience-là, tu t'aimais ce que tu faisais, c'est ça? Ah mais complètement, parce que le rapport clientèle, le rapport avec l'humain, les gens se confiaient, je leur apportais un service. Alors qu'est-ce qui a fait que ça a terminé en burn-out? En fait, aujourd'hui, je me dis c'est tout un tas de choses. Une nouvelle responsable d'agence et à qui vraiment je dis merci, qui faisait le chaud, qui faisait le froid, qui respectait des fois trop les procédures, et donc on était toutes censées travailler en équipe quand même, parce que sans nous, c'est un binôme de travail. Et ça a été vraiment du harcèlement, du chiffre, tu bossais non-stop, elle te dit non mais il te reste 2 jours, mais là il te faut 10 ventes. Tu te débrouilles. C'est le stress du résultat et c'est le contexte hiérarchique, quoi. C'est ça qui... Complètement. Ouais. En fait, c'est ça, ce que tu viens de dire. Une autorité descendante. Et si j'ai pas la main libre, je me sens étouffée. Et du coup, ma créativité, mon dépassement de moi, ça peut plus fonctionner. Donc, comme quoi, on peut faire un métier qu'on aime beaucoup, mais quand même subir des conséquences... mauvaise pour notre santé, quoi. Enfin, on peut partir en burn-out alors qu'on est dans une activité qu'on aime, quoi. Ah, puis on le voit pas, le burn-out, on le sent, on nous le dit, mes collègues me le disaient, mon équipe me disait, mais Clara, t'es généreuse, mais pas avec toi, quoi. Alors justement, ce qui va être important et intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être se posent la question,
Maintenant que tu as l'expérience, que tu en es sorti et que tu vois ça avec plus de hauteur, on va dire, Oui. Quels sont les premiers symptômes et à quel moment il faut se dire attention, là ça commence à partir un petit peu en live? C'est de prendre le temps de se poser quand on se dit mais je suis fatiguée. Et Donc premier symptôme, c'est la fatigue? Une fatigue énorme, Ok. une impression de combustion que en fait tu roules sur la jante. D'entendre les bruits intérieurs et d'écouter, vraiment de s'écouter, d'écouter les messages des autres. Cette petite voix qui nous parle, qui dit stop. Et de se poser, et notamment quand j'ai réouvert après mon agenda, je me disais mais c'est pas possible quoi. En fait, comment j'ai pu tenir? Je tenais sur la ficelle quoi. Donc une fatigue intense, et puis ce masque, ce sourire qui cache qu'en fait, mais comment je vais faire de chercher des solutions à gogo et qu'on ne peut plus trouver de solution parce qu'on est brûlé, on est cramé. Donc fatigue, fatigue intense. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Est-ce qu'il y a d'autres éléments physiques qui peuvent nous faire dire qu'on est sur la pente descendante, quoi? Quand on se juge, qu'on se dit je suis pas capable de, c'est de rembobiner, de se dire ok, on est capable parce qu'on l'a fait jusqu'à présent, mais pourquoi maintenant ça passe plus? Qu'est-ce qui va vraiment plus? De se sentir tout le temps oui, Est-ce qu'il y a un impact submergé. Sur la... Tu vois, c'est comme Ouais. dans un tsunami. Tu as l'impression que tu es dans une lessiveuse et que ça s'arrête jamais. Là, tu dis stop. Quoi qu'il arrive, je m'arrête. La Terre s'arrêtera pas de tourner. Moi, je peux le dire aujourd'hui, ça. Parce qu'on a la peur de manquer. On peut avoir, en fonction de son ADN, peur de manquer, manque de sécurité, parce qu'on se dit, ouais, je vais pas avoir de revenus. Sauf que il vaut mieux être vivante, retrouver sa santé, et là, de toute façon, il y aura une issue. Est-ce qu'il y a un impact sur la vie sociale aussi? Oui, parce que tu t'es pris dans ce tourbillon, tu fais les courses pour t'habiller parce qu'il faut être présentable, tu fais tout automatiquement finalement. Ça devient un automatisme. Bon, alors là, c'est réunion le lundi matin, et puis là, c'est le cours de cuisine, et puis là, c'est faire les courses pour la maison. Puis oui, il faut aussi faire pour la maison. Gérer la maison, gérer l'intendance, gérer les amis pour essayer de voir quand même la famille le week-end, etc. Et puis que tu pars en vacances, le signal aussi, c'est si tu emmènes ton job avec toi en vacances, c'est le gros warning. Là, Oui. non. Si tu n'arrives pas à couper, c'est ça, Ouais, c'est que le job a pris le dessus sur toi, quoi, en fait. Ah, mais complètement. Et puis Et ça met en péril ton couple. Oui, logique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir logiquement, quelqu'un qui m'a donné des signaux, et à un moment donné, je me suis dit, mais il a encore raison, parce que c'était mon deuxième burn-out. Le premier, je l'ai mis sur le dos d'autres choses, et le deuxième, c'est pour te dire, bon, il y a vraiment encore un travail à faire sur je suis pas capable, non, je suis capable, mais à un moment donné, on me demande de faire 15 jobs, donc je peux pas. Il y avait une charge mentale qui était vraiment Énorme. présente, quoi. Est-ce qu'il y avait aussi... alors, je veux pas faire de la psychologie à 2 francs, mais tu disais tout à l'heure dans ta présentation de parcours que tu as toujours cherché la validation de l'autre, etc. Est-ce que dans le fait que tu continues à t'accrocher quand même, il y avait aussi cette peur de décevoir tes responsables? Non, parce que je me disais, mais de toute façon, je fais vraiment plus que plus. Mais à un moment donné, encore une fois, c'est... t'es dans un engrenage qui est petit à petit, et puis on te dit, non, mais t'es génial, hein. Puis juste après, on te dit, mais par contre, il te manque 10 ventes, là. Avant lundi, tu te débrouilles. Et du coup, répétition de schéma aussi. Ça, c'est aussi un autre warning, de se dire, tiens, il y a quand même une répétition, et encore une fois, c'est... Le contexte environnement permet d'ouvrir les yeux ou pas. Moi, j'ai ouvert les yeux. Alors justement, quel est le moment? Est-ce que tu te rappelles du moment ou de l'élément qui a fait que tu t'es dit non mais là c'est plus possible, quoi, faut que j'arrête Oui. Il y a eu 2 éléments forts. Parce que j'étais là, je cherchais plus la validation. J'ai dit de toute façon, je mérite cette place, je le savais au fond de moi, mais la question c'est que je ne savais pas pourquoi. Parce que j'avais pas enlevé, on va dire, cette toxine de croire qu'il me fallait un diplôme, parce qu'après j'ai passé des diplômes. Mais c'est le premier déclic, j'avais rendez-vous à la médecine du travail. J'ai dit, là, j'en peux plus, en fait. Mais j'ai dit, bon, il faut quand même bosser, hein, sinon je suis une feignasse. Hein. Les croyances, de dire, il faut travailler dur. Elle a vu mon agenda, elle me fait, non, mais là, vous êtes quand même, c'est pas bon. Non, mais je dis, ça va aller. Hein. Et en fait, je suis repartie de ce rendez-vous. J'ai fait semblant devant elle en disant, non, faut que je tienne, faut que je m'accroche. Je dois réussir. Et dans ma voiture, je me suis effondrée. Et après, j'ai dit non, mais t'as pas le droit. Allez, on remet un petit coup de maquillage et on file chez la cliente. Et on n'a pas le temps de manger. Donc il y avait ce truc de
J'ai pas le droit de m'écouter, quoi, d'écouter Pas le droit de d'écouter mes sentiments pas le droit de et m'effondrer. mes émotions, quoi. Complètement. Ok. Et puis le deuxième signal, ça a été vraiment un lundi férié où là j'avais un dernier rendez-vous, puisque ça a été mon dernier rendez-vous, où vraiment on m'a envoyé des signaux forts. Quand tu dis on, c'est... L'univers, Ok. on peut appeler ça comme on veut, hein, Ok. parce que moi je suis pas du tout dans la religion, je suis ouverte à tout. Et ce que j'appelle mes copains maintenant. Mon intuition, ça peut être Ouais. cette petite voix qui vous parle, qui vous dit « Ah, je le savais que je devais pas aller là, j'y suis allée quand même !» Et ben, cette petite voix, écoutez-la, c'est votre meilleur ami. Et là, je l'ai écoutée. Est-ce que je dis non, je veux pas mourir? Parce que, en soi, c'était ça le bilan. À un moment donné, tu te dis « Bon, bah, je suis pas capable, je mérite rien. » J'ai accepté de me retrouver en arrêt de travail. Et là, c'était « Bon, bah, je suis je vaux rien. J'ai pas de valeur. Donc, j'ai pas lieu d'être là. » Donc t'as quitté ton entreprise après ce dernier rendez-vous. Oui, bah, je me suis retrouvée en arrêt parce que bah, comme j'avais un signal quand même où ma voiture a fait une embardée alors que j'étais sur une petite ligne droite où tout allait bien, chez la cliente j'ai reçu un message subliminal où le code à 6 chiffres pour valider le bon de commande, c'était mon année de naissance, celle de mon conjoint et mon nombre fétiche avec un petit message dans la tête, c'est ton dernier bon de commande si t'as pas encore compris. Parce qu'en effet, je me sacrifiais un jour férié au lieu de demander à une fille de mon équipe d'y aller. S'il n'y avait pas eu ce signe, t'aurais continué, tu penses? Bah, de toute façon, il était évident que j'allais avoir ce signe. Parce que Ok. quand je suis partie chez la cliente, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? On est lundi férié, je devrais être avec mon conjoint et vivre de mon jour de repos, quoi. Donc j'ai dit là, si même les jours de repos, je suis plus là. Et je voulais pas. Donc j'ai accepté de me mettre en arrêt en pensant que sur le moment, j'allais revenir. Hein. On allait me requinquer et puis, allez, Clara, on retourne au fourneau. Sauf que c'est moi qui étais dans le fourneau en train de cuire, donc c'était plus possible. Et donc du coup, arrêt, et cet arrêt t'a permis de comprendre la condition dans laquelle t'étais? Complètement. Et c'est pour ça que j'invite les personnes à se dire, l'arrêt de travail, c'est une obligation vers soi-même. C'est pas négociable. Et prendre soin de soi, c'est pas être un feignant. Ça, on peut le dire. Exactement. Je pense que voilà, c'est important à dire. Si vous êtes dans tout ce que dit Clara, avec une charge mentale très importante, que vous n'arrivez plus à réfléchir à autre chose, que vous êtes dans une fatigue intense, que voilà, et vous êtes dans tout, vous êtes reconnu là-dedans, vous dites pas comme t'as fait en fait, Ah oui, c'est pas bien ce que t'as fait, je suis désolé de te le dire, mais il faut pas se dire ma santé n'est pas importante, ce qui compte c'est que je travaille et que je sois pas un feignant, quoi. Oui, complètement. Voilà, prendre soin de soi, c'est pas être un feignant, c'est au contraire travailler sur soi, c'est du travail, quoi. Donc voilà. Et c'est là que j'ai commencé en effet un travail très profond, tu le dis justement. C'est vraiment une obligation envers soi-même, envers les autres, et de se dire, bah, c'est aussi le signal que ce chemin il est terminé, qu'on nous remet sur la voie qui nous attend. Donc empruntez-la. Ok, de toute façon, je suis la preuve que tout s'est pas écoulé. J'ai ensuite pu me former, me faire accompagner parce que bah, j'ai eu l'obligation, mais je l'ai pris avec cœur, d'être accompagnée par une psychiatre. Et là, c'est pas de se dire on est folle, tout le monde se fait suivre. De me faire accompagner par la sophrologie, de faire du développement personnel. Et du coup, c'est s'autoriser la valeur que l'on a et de prendre sa place, mais en douceur. J'ai juste une petite question. Ce mal-être, là, ce burn-out, il est arrivé progressivement ou est-ce qu'il est arrivé tout d'un coup? Oh, il est arrivé progressivement. Progressivement? Parce qu'au début de cette expérience, moi je venais d'arriver dans la région, je venais de rencontrer mon conjoint, je cherchais éventuellement une activité et j'ai découvert la vente à domicile par hasard et j'ai commencé juste par jeu, j'aime bien les challenges. Et en fait, je me suis pris au jeu et je trouvais ça agréable et jusqu'au moment où il y a eu d'ailleurs ça a commencé à m'intriguer quand une collègue est partie en burn-out et j'ai vu comment on l'a laissée partir, qu'on l'a pas soutenue, qu'elle a été enfoncée. Et je commençais déjà à me dire, de toute façon, on a chacun notre chemin. Mais quand même, c'est pas cool ce qui se passe. Ma responsable de service, pareil, j'ai eu quand même des petits signaux, donc ne les mettez pas de côté, ces signaux. Alors ça, c'est les signes extérieurs. Moi, j'avais une question, c'est maintenant que tu as du recul sur tout ça, et que tu m'as dit que c'était arrivé progressivement,
Est-ce qu'avec le recul maintenant, tu te dis, il y avait ces petits signes quand même en moi ou à l'intérieur de moi que j'ai peut-être pas écouté et que j'aurais dû faire? Ah, complètement. Alors lesquels? Eh bien, quand j'ai voulu passer au palier supérieur, si tu veux, tu as VDI, vendeur à domicile, et après tu peux passer VRP, où là, tu es vraiment salarié VRP d'une entreprise, mais tu es payé qu'au chiffre. Et là, en effet, mon plexus s'est bloqué, et j'ai tout fait pour foirer mon chiffre d'affaires. Pour dire, maintenant, vous voyez, je peux pas... au lieu de dire clairement, non, je veux pas le poste, parce que mon corps me parlait. Si vous avez votre... En gros, si tu veux, ton corps, c'est soit ça s'ouvre, comme si ta cage thoracique s'ouvrait. Ok, j'y vais. Mais là, quand ça s'est fermé, j'aurais pu juste dire non, je veux plus le poste. Une difficulté Mais à j'avais respirer. honte de le dire, de dire bah non, je le veux pas, je l'ai demandé, et puis là, je sens que c'est pas pour moi. Donc j'ai foiré mon chiffre en disant bah vous voyez, non. Et ensuite, j'ai eu cette proposition de responsable de secteur. On est d'accord, hein, je me suis laissé biaiser en me disant bon bah là, je vais vraiment être à une place un peu plus haute, je vais avoir le lead, de pouvoir manager une équipe, les emmener à la réussite, parce que moi, c'est important pour moi. Je fais pas de fausses promesses. Et là, j'ai su que j'avais fait sûrement un mauvais choix. Et là, je me suis bercée d'illusions, donc je me suis donnée à fond en me disant mais non, c'est bon. J'ai balayé cette intuition. Mais la première réunion entre autres RS, j'ai senti que je n'étais pas dans le clan, que c'était pas ma place. Mais t'as persisté. Je venais de signer, heureuse. La personne avec qui j'étais au-dessus paraissait vraiment bienséante. Et en fait, et encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que l'autre n'est pas responsable de ce que je vis. Donc ce que tu regrettes un petit peu, c'est de ne pas avoir eu la présence d'esprit de te dire, bon, peut-être que là j'ai fait une erreur, d'accepter ton erreur, quoi, c'est ça? Alors aujourd'hui, réellement, j'ai aucun regret parce que c'est ce qui m'amène à être la super... Oui, non mais bien sûr. On est d'accord. Mais oui, j'aurais pu écouter. C'est pour ça que j'amène les personnes à écouter plus vite leur petite voix et leur temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés dans notre vie qui sont déjà écrits et que l'on peut suivre et prendre des décisions plus rapidement pour aller plus vite vers là où on se sent aligné avec soi-même. Donc oui, j'aurais dû stopper cette aventure depuis longtemps. Donc on en était, donc tu te mets en arrêt, donc là tu commences à comprendre la condition dans laquelle t'es, que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, je suppose. Comment tu te fais accompagner? Ah oui. T'as parlé de psychiatre tout à l'heure, c'est donc, ça? Des séances. Alors ce qui a été génial, donc c'est important de vous dire que vous avez des structures, vous êtes dans une société ou autre et on a des droits. Parce que tomber, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Hein. Et du coup, des cours de sophrologie, des accompagnements psychologiques, ensuite la psychiatre, parce que mon arrêt a été très très long. Moi, je ne sortais plus, je ne mangeais plus. Donc petit à petit, c'était de reprendre goût à la vie et de vous dire que ce point d'interrogation auquel vous n'avez pas encore de réponse, il est légitime. C'est de laisser le temps au temps. Et d'ailleurs, ce que j'appelle l'univers, pendant mon arrêt, comme je culpabilisais, j'ai voulu faire des choses à la maison. Je voulais me rendre exister. Je me suis cassé le pied. Donc là, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus faire grand-chose. Donc accepter vraiment ce point d'interrogation, il y a le cadeau derrière, mais faites le chemin de ralentir. Donc tu te fais accompagner, combien de temps ça a duré à peu près, tu saurais dire? Alors déjà, attends, juste avant de combien de temps ça a duré, est-ce que tu as mis beaucoup de temps entre le moment où tu t'es mis en arrêt et le moment où tu t'es dit « il faut que je me fasse aider » ? De toute façon, j'ai pas eu le choix, et heureusement, parce que j'aurais refusé de me faire accompagner. Tout de suite après t'être mis en arrêt ? Quelque part, la culpabilité fait que c'est de ma faute, donc je retourne au boulot et puis tout est réglé. Donc t'as mis un petit peu de temps alors, avant de te faire accompagner ? Oui. En fait, oui et non, parce que j'ai pas eu le choix. Parce que quand t'es en arrêt, il faut... Oui. C'est vital. La médecine du travail a été géniale aussi, de me dire, mais quand ils ont vu mon agenda, parce que moi je le tiltais même plus, qu'il était griffonné du lundi au dimanche, de tout ce que je faisais, que je mangeais pas le midi, que je dormais peu, donc d'être accompagné, parce que ça fait partie d'un processus quand tu es en burn-out, que tu es en arrêt long, c'est un super cadeau, parce que j'ai appris à accepter de regarder les choses en face, donc regarder ce qu'on est en train de vivre, et que ça ne convient pas à notre corps ni à notre état d'esprit. La psychiatre, sur le moment, je dis mais je suis pas folle. Et en fait, ça a été que du bonheur. Oui, cette image de quand on va chez le psy, c'est qu'on est, qu'on est fou, mais non. Non, c'est libérateur, ça permet de prendre conscience et de se dire ah ouais, je peux faire autrement.
Et puis, toi, dans ton cas aussi, ça t'a peut-être aussi permis de prendre du temps pour toi. Toi qui dis depuis le début de cet entretien que t'as jamais vraiment pris le temps pour toi, Oui. de prendre soin de toi, c'est Ben, certainement aussi un moment qui t'a permis de le faire. oui, parce qu'on prend soin de soi de manière basique. On met son costume, on se maquille, on se coiffe, mais c'est de l'automatisme. Je prenais plus le temps d'aller faire du vélo, de la natation, plus de méditation. Donc oui, ça permet de vous recentrer sur vous-même. Bon, et du coup, l'accompagnement a duré combien de temps? Enfin, combien de temps t'as été Je suivi? dirais 4 ou 6 mois. Oui, c'était Ouais, assez long parce qu'il y a eu à un moment donné la sophrologie. Ensuite, ils m'ont proposé donc des séances de psy avec un débrief qui a découlé d'ailleurs sur la sophrologie, de renouer avec son corps, parce que c'est pareil, hein, on oublie qui on est. Et la psychiatre aussi, c'était vraiment un lieu de parole en confiance où on peut vraiment, ce que j'appelle, vider son sac et de voir tout ce qu'il y avait oui. dedans, Et garder que ce qu'on veut. ouais, et mettre du renouveau. Et ça m'a permis aussi, même j'avais des séances de coaching également. Et c'est assez marrant parce que j'avais déjà eu du coaching auparavant, mais là c'était dans un autre cadre, hein, c'était pour évoluer professionnellement et personnellement. Là, comme c'était pour, entre guillemets, guérir, et bien du coup, c'était vraiment les séances de coaching, elle était au millimètre. Si on dépassait de 5 minutes, elle me le défalquait de la séance suivante. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est ce que je fais déjà depuis toujours, d'accompagner les personnes, de trouver des solutions, mais qui émergent d'elles et pas de moi, de trouver des pistes, etc. Donc ça, c'était intéressant. Je me suis dit, en tout cas, moi, je veux pas être aux pièces. Je veux plus être aux pièces. Je veux plus être à la mitraillette. Pap, 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 pap. Combien de temps après t'être mis en arrêt, finalement, tu t'es dit, bon là, je suis prête à reprendre une activité, quoi. Alors, comme je me suis reconvertie entre les formations différentes qui m'ont le développement personnel, de l'introspection, des expériences vraiment qui m'attiraient, moi j'ai dû mettre facilement 2 ans avant d'appuyer sur le bouton Ça arrive pas tout de suite, quoi. auto-entrepreneur. Ouais. Complètement. Mais encore une fois, c'est pour ça que je préfère pas que les personnes s'identifient à moi parce que chaque parcours est unique. Quelqu'un qui a déjà un cursus où il veut juste modifier la manière de travailler, ou que moi je suis passée à autre chose, on peut dire quasi complètement oui et non, parce que j'accompagnais déjà les gens dans l'écoute, j'étais déjà dans l'empathie, dans trouver des solutions, axée vraiment déjà sur le potentiel que les gens ne voyaient pas, Mhm. toutes les erreurs que je faisais pour moi-même finalement. Ok, et alors tout à l'heure, je te demandais ton déclic, quel moment a fait où tu t'es rendu compte que t'étais enfin, qu'il fallait que tu arrêtes ton activité professionnelle. Est-ce que dans ta période de convalescence, on va dire, de burn-out, il y a eu un moment clé où tu t'es dit, là, je vais mieux? Je me rappelle que l'idée de retourner travailler, qui me trottait tout le temps dans la tête en me disant sinon qu'est-ce que je vais faire, j'adorais ce job, je pesais le pour et le contre. Et l'agence déménageait. Et j'ai cette fois écouté cette intuition, je dis mais Clara, si tu t'écoutes vraiment, tu n'es pas dans la nouvelle agence. Donc tu sais pas où, mais tu seras ailleurs. Donc là, le déclic T'as réussi à lâcher, en fait, c'est Ah ça? j'ai lâché, j'ai dit ça y est. Et là, quand tu lâches, Tu te dis, ah tout bah est ça va mieux. possible. Oui, t'as réussi à couper le cordon. Oui. Et d'ailleurs, quand j'ai été signer les papiers, j'aurais pu le faire à distance par rapport au contexte, mais ça a été génial parce que je suis allée à la nouvelle agence. Et j'ai dit, c'est incroyable, c'est plus mon univers. Et T'avais j'étais lâché. ravie de pouvoir conclure en tête à tête parce qu'il n'y avait vraiment pas d'animosité envers l'autre, envers le. C'était mon chemin pour aller. Encore une fois, dites-vous, c'est le chemin qui vous mène vers là où vous devez aller. Mais comme on a peur, qu'on se cache derrière des croyances, derrière des obligations. Et du coup, j'ai signé ma remise de documents et tout, mais vraiment sereine. Et je En y trouvais que allant directement et du coup en te disant, bon bah là c'est bon, j'étais prête, oui. ouais, Ah oui. j'ai lâché, quoi. Et donc là, c'était au bout de 9 mois, je dirais. Ouais, donc symboliquement, la boucle était bouclée. Je les remerciais parce que c'était une belle aventure. Et ce qui a été cool, c'était que c'était la personne au-dessus qui m'avait recruté, avec qui est venue spécialement pour clôturer cette fin d'aventure. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Bon, donc du coup, après 9 mois, comme tu m'as dit tout à l'heure, donc tu t'arrives à te dire, bon là ça va mieux, j'ai réussi à couper le cordon,
à aller les voir directement, à aller voir mon ancien employeur directement, Oui. et voilà. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à se lancer à son compte? Quel a été ton process pour trouver ce que tu allais faire après, et une fois que tu allais mieux, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte et dans cette activité-là aujourd'hui? Eh bien, justement, par le fait d'avoir été accompagné, c'est pour ça que c'est important de tester des approches et d'aller se trouver soi-même. Et le coaching, le bien-être, je me suis dit, de toute façon, c'est ce que j'apporte toujours du soutien aux autres, mais là, je veux le faire de manière professionnelle. J'ai déjà la base, mais j'ai voulu me former pour avoir vraiment cette légitimité, d'une part. Et d'autre part, ensuite, de me rendre compte que mes diplômes, j'ai plus besoin de les exposer parce que j'en ai plus besoin de la reconnaissance. Et si une cliente vient et veut voir mes diplômes, en fait, c'est qu'elle a ce besoin à elle et on va pouvoir travailler dessus. Et du coup, de me former à différents outils, de manière intuitive, de me dire, c'est ça que je veux faire, ça s'est fait petit à petit. Donc j'ai fait le coaching, l'intelligence émotionnelle aussi, parce que ça c'est très complémentaire, et la numérologie stratégique, et tout ce qui est partie aussi énergétique. J'ai voulu aussi aller tester d'autres approches pour me conforter dans mon choix. Ce côté aider les autres, les accompagner, c'est quelque chose que tu as depuis toujours, ou est-ce que c'est venu après le burn-out? En fait, on se rend compte, on a toujours ça en nous, sauf qu'on ne le met pas en avant. C'est comme quand tu vois que tu veux toujours aider quelqu'un, porter le sac d'une petite mamie qui passe, d'aller faire les courses pour quelqu'un, ou comme aujourd'hui, tu vas te rendre service à ta voisine qui est en difficulté. C'est depuis toujours. T'as toujours été comme ça? Ah oui. Ouais. Avec ton entourage aussi? T'as toujours oui, été trop... la confidente ou... On me dit trop gentil, exactement. Et j'ai retrouvé une carte postale de 90 d'un copain qui me disait: tu es une psychologue en herbe, t'écouter c'est toujours un plaisir, c'est voilà. rafraîchissant. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Il avait capté le truc. Oui, alors parce que tu vois, je fais aussi la méthode du tri, c'est-à-dire qu'on se libère de son sac à dos émotionnel. Faire du tri, ranger, labourer d'une certaine manière, c'est de vider les placards de ce que vous n'avez plus besoin et vous faites de la place pour le renouveau à venir. Alors c'est intéressant ça, du coup au moment de guérir de ton burn-out, tu t'es séparé, fait ce système de tri là, tu t'es séparé de plein de choses, physiquement je veux dire? Alors pas tout de suite. Parce qu'on s'attache, on se dit non mais je vais y retourner, donc je garde mes documents, je garde tous mes protocoles, je me servais plus de mon appareil non plus parce que je faisais un dégoût total, un rejet. Et en fait, oui, naturellement, je me suis dit c'est génial, aujourd'hui je me libère des choses alors qu'avant je gardais tout. Donc c'est aussi comprendre pourquoi on garde tout, qu'est-ce que ça signifie réellement. Peur du manque, d'insécurité. Et en fait aujourd'hui, j'aime à dire, je suis entière, j'ai besoin de rien. Et alors là, tu me parles des choses de ton ancien travail. Est-ce qu'il y a des choses qui remontent à plus loin? Je sais pas, des choses, des objets que tu gardais de ton enfance ou de ton adolescence ou de ton début de vie de femme dont tu t'es séparé? Complètement. Et d'ailleurs, la petite anecdote, j'ai vendu tous mes bijoux pour me payer mes formations. D'accord. Ah oui, parce que, ok, c'est intéressant à dire ça. Oui, donc franchement, libérez-vous des choses où comme justement ma collègue qui était venue vers moi me consulter, un bijou dont elle ne voulait plus pour une raison XY, elle avait peur de l'offrir à quelqu'un parce qu'il avait de la valeur, mais qui lui apporte les mauvaises énergies. En fait, je dis non, quand tu veux plus quelque chose, tu es prête à le donner, même s'il vaut 100, 200, il a plus de valeur pour toi. Tu t'en libères et ça te fait de la place énergétiquement. Et là, je donne des petits exercices à faire pour vraiment aider et ça marche. Donc je me libère de tout. Dernièrement, j'ai libéré aussi mes anciens cours d'anglais que je gardais parce que j'ai passé mon bac à 42 ans et que ces cours d'anglais, j'étais passée de 3 à 15 sur 20. Et en fait, là, j'étais prête. Tu as repassé ton bac à 42 ans? Oui. Donc avant le burn-out ou après? Oui, ouais, avant. Ouais. Avant. Ok. Et tu l'as eu? Je l'ai eu. Eh ben félicitations. Comme quoi, ça c'est une autre leçon aussi qu'on peut retirer, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour changer et pour apprendre. Complètement, et se mettre à son compte à 58 ans, c'est pareil, vous pouvez y aller. Tout à fait. Donc aujourd'hui, donc t'es à ton compte. Ce souvenir là du coup du burn-out, comment tu le vis aujourd'hui? Quelle trace il t'en reste? Comment tu le vis? Mais aujourd'hui, c'est vraiment que de regarder dans le rétro et de me dire mais c'est génial, je regarde tout le trajet que j'ai fait depuis.
il m'a fallu ce burn-out, mais on peut éviter le burn-out comme je l'ai vécu, qui nous emmène très très loin. Effectivement, si on peut éviter, il vaut peut-être mieux l'éviter. On peut l'anticiper en effet. Alors, j'aime à dire aussi, on ne va pas enlever la totalité de l'expérience, mais on n'est pas obligé de passer par la case burn-out. Ouais. C'est comme on n'est pas obligé de passer par se disloquer la mâchoire comme j'ai fait, de manière juste émotionnelle, sans prendre de coups, et de comprendre le message après coup. C'est-à-dire ? C'est une émotion que j'avais mis de côté. Et donc, encore une fois, les émotions sont importantes. Les mots MAUX traduisent des émotions qu'on a refoulées. Et le burn-out, c'est pareil, hein, on refoule des émotions de culpabilité, d'incapacité ou d'injustice, etc. On veut faire bien, on veut être parfaite, et on se brûle. Donc, écouter les émotions, parce que je travaille là-dessus aussi, de travailler sur la guérison. Écouter ses émotions, c'est un beau conseil. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça? Alors, c'est pas en donnant un ou deux conseils qu'on va aider les gens forcément, mais est-ce que là, par exemple, il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et puis qui se posent des questions sur est-ce que je suis pas en début de burn-out ou quoi? Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à leur donner? Oui, d'aller voir déjà leur médecin. Si elles le ressentent, d'aller voir, pourquoi pas une psychologue. Mais en tout cas, d'aller voir quelqu'un, se faire accompagner, c'est essentiel. Ouais. L'approche que j'utilise également permet de détecter si on est fragile, si on est aussi susceptible aux addictions. Parce que moi, je suis une ancienne addicte. Alors, je fume pas, je bois pas, j'avais une addiction assez particulière. Donc, se faire accompagner. La numérologie stratégique peut aider beaucoup à se connaître, à connaître ses manques et du coup aller les travailler. Et se libérer de ces mémoires familiales dont on n'a pas à accepter l'héritage. Et ça peut être aussi de leur proposer 30 minutes de découverte à mes côtés, offert avec grand plaisir. En tout cas, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas jamais rester seul face à une situation. Ce n'est pas en ruminant tout seul de votre côté que vous arriverez à sortir de cette situation. Quel que soit Alors, éviter, par contre, quand on est fragile comme ça, il y a des personnes qui sont plus tendance aux addictions. N'allez pas vers les techniques un petit peu farfelues si vous vous sentez fragile, parce que là, on peut tomber en fonction de son année personnelle. Justement, on parlait de temporalité tout à l'heure. Être plus sujet aux injustices, aux abus. Et moi, l'abus, ça me parle bien. Donc, c'est de savoir écouter sa petite voix, se dire « Non, mais là, j'y vais pas ». On vous demande... Donc, allez vers vraiment la technique qui vous parle, que ce soit le feng shui, que ce soit le sport, mais faites-vous accompagner. Vraiment. C'est un bon conseil. C'est un très bon conseil et il faut effectivement prendre le problème avant qu'il ne soit, j'allais dire, trop tard. Alors toi, t'en retires beaucoup de positifs, etc. Mais je suppose que si tu avais pu éviter d'être mal de ta santé, en fait, ce que tu apprécies je pense, hein, alors tu me dis si je me trompe, mais ce que tu apprécies quand tu regardes en arrière aujourd'hui, c'est d'avoir fait ce travail de connaissance de soi et de t'être fait accompagner et d'avoir découvert là où étaient tes forces, les barrières qu'il fallait casser, etc. quoi. Mais complètement, et c'est vrai que je peux pas avoir de regrets, je peux pas rembobiner le film, mais par contre je me dis c'est génial parce que sans tout ça, je saurais pas que ça marche l'avant et l'après. Mais on peut le faire sans avoir le côté santé à zéro, quoi. Ah mais complètement, je vous fais gagner un temps fou. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, j'insiste sur le fait qu'on est des milliards sur Terre, je peux pas accueillir tout le monde. Tu fais gagner un temps fou et de l'espérance de vie. Exactement. Parce que ça, mine de rien, ça reste des problèmes de santé, hein, tout ça. C'est des choses qui pèsent sur notre santé et sur notre bien-être, quoi. J'ai ressorti des photos de 2021 où j'étais allée donc, dans un séminaire d'introspection, mais je suis complètement affreuse. Mon énergie, elle est complètement basse. Enfin, j'ai beau être solaire, là, tu sens que je suis éteinte de l'intérieur. Ouais. Je me vois et je me dis waouh. Donc on rajeunit en prenant soin de soi. On rajeunit dans le sens où on reprend de la vitalité. Hein. C'est pas, ça enlève pas les rides. Hein. Ouais, ce serait beau ça. Mais quoique. Ça évite d'en avoir plus, en tout cas. Exactement. Peut-être. En tout cas, les rides du sourire sont magnifiques. Ouais. Bon, en tout cas, donc aujourd'hui, tu accompagnes ces gens. En fait, c'est ça ton activité aujourd'hui, elle tourne autour de ça, d'accompagner des gens qui sont sujets à ces types de problèmes-là. Oui, des deuils, des problèmes de célibat endurci, d'addiction. Et ça, c'est chouette parce que c'est vraiment une mise à nu. Hein. Comme moi, je me suis mise à nu devant la psy, c'est de se dire, j'y vais parce que je veux aller retrouver la paix.
et choisir, non plus subir. Il y a juste un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est, je pense, très important dans ces situations-là, c'est l'entourage. Alors, je te demande pas forcément de nous expliquer comment toi ça t'est arrivé, enfin comment ça s'est passé avec ton entourage, parce qu'il y a peut-être des choses dont tu ne veux pas parler, mais comment est-ce qu'on peut se servir de son entourage et comment faire si jamais ils réagissent pas bien à notre burn-out. Mais c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a deux options. L'entourage est important, mais c'est important aussi de se rappeler que ce ne sont pas des psys, que ce n'est pas leur métier. Donc d'être bien entouré, d'avoir un conjoint qui est patient et d'un autre côté de pouvoir aller voir la psy, de se décharger, ben, ça permet de garder l'équilibre du couple, de dire ben, rassure-toi, je sais que tu es là, tu fais ta part du job, tu es là, mais je vais aller libérer mon sac chez quelqu'un qui est là pour le recueillir et pas le prendre non plus sur son dos. Donc ne prenez, si j'avais un conseil à donner, c'est de faire le distinguo entre les copines, la famille, les conjoints. Comme eux, ils sont limite malheureux pour nous, ils vont juste essayer de nous trouver des solutions, ils l'ont pas forcément et du coup ils se sentent gênés. Donc remettre chacun à sa place, de dire c'est super, je suis en arrêt, oui j'ai dit c'est super, je suis en arrêt, j'accueille, je suis bien entourée, mais par contre je me fais aider. Là j'ai une cliente qui est en burn-out et elle m'a évoqué plusieurs fois le besoin d'aller à l'hôpital. Son mari lui dit « Non, mais tout va bien, ma chérie. » Donc, vous voyez, c'est lui, de son côté, il voudrait qu'elle aille bien, donc il préfère lui dire « Non, mais n'y va pas, tu vas bien, t'es capable. » Je dis « Mais vous ressentez d'aller à l'hôpital ? Moi, je suis coach, je ne suis pas médecin, mais par contre, moi, je vous invite à vraiment y aller. Écoutez-vous, vous êtes la meilleure personne. Si vous êtes en train de me le dire, ça fait 2 fois que vous me le dites, faites-vous hospitaliser. » Et comment ça se passe et que faire surtout quand on a un conjoint ou une conjointe qui ne comprend pas du tout l'état, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui se disent burn-out, c'est un truc inventé par l'époque, etc. Comment, alors c'est pas du tout le cas, hein, il y avait, je préfère le dire, il y a eu des burn-out de tout temps, c'est juste qu'avant on pensait que les gens étaient fous ou je ne sais quoi, ou voilà. Ou feignant. Complètement. Et comme c'est pas visible, hein, c'est difficile de... Ouais. Comment on fait quand on a un conjoint ou une conjointe qui n'est pas du tout, qui ne comprend pas la situation dans laquelle on est? Bah déjà, c'est d'accepter, de dire ok, tu comprends pas. Donc c'est de parler avec l'autre, de dire j'entends que tu émets des doutes, que tu n'y crois peut-être pas. Moi, c'est nouveau pour moi, je sais même pas ce qui m'arrive. Je te demande juste d'accepter, tu n'es pas obligé de comprendre, mais d'accepter la situation. Parce que moi, je me fais accompagner de l'autre côté, en tout cas. C'est vrai que c'est pas... d'exprimer son... Tout le monde va pas être capable de le faire, en effet. Ouais. Donc si vous n'êtes pas capable... Dire, ok, t'es pas capable de comprendre, je l'accepte, mais par contre, je vais me faire aider à côté et je vais pas rester dans cette situation-là, quoi. Oui. Voilà. Alors quelqu'un qui l'accepte vraiment pas, pour la personne, bah, ça peut être aussi le signal. Ça peut être sur le côté professionnel, hein. Moi, la rupture du travail pour aller vers autre chose qui me corresponde mieux, mais ça peut être des fois aussi de se dire, bah, ça peut être aussi la rupture du couple. S'il n'y a pas de co-création, de communication sincère, de dire, bah, écoute, j'entends, c'est compliqué pour toi, mais vraiment, je me fais accompagner, donc, comme je disais tout à l'heure, je gère, je me fais accompagner, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, je fais ce qu'il faut pour aller mieux. Et puis ben, le conjoint, ça va dépendre comment il va réagir. On peut avoir plusieurs cas de figure. Mais jusqu'à présent, moi, les personnes que j'accompagne ont la chance d'avoir quelqu'un qui, du coup, s'ouvre aussi à la compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, ça peut être compliqué, en effet. Ok, bon, bah, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. C'était super intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses des sujets qu'on n'a pas évoqués, qu'il faudrait peut-être... parler. Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé de beaucoup de choses. Oui. Bah, toujours mettre de la douceur envers vous-même. C'est toutes les clientes qui sont venues vers moi, qui étaient en colère, bien souvent c'est une colère sourde ou une colère vraiment très visible. Je leur dis c'est ok. Moi, c'est votre colère, elle ne va pas m'impacter. Donc, c'est penser à vous mettre dans la paix, à travailler sur la méditation, sur les gratitudes. C'est des outils très simples, mais d'une puissance incroyable. Et moi, je pense qu'il y a aussi une chose qu'on n'a pas dite, et un message qu'il faut peut-être faire passer aussi, c'est auprès des personnes qui ne sont pas en burn-out, mais qui sont dans l'entourage de personnes qui sont en burn-out. C'est peut-être d'être à l'écoute, que c'est pas parce que vous ne comprenez pas et que vous n'avez jamais vécu cette situation-là que
qu'elle n'est pas ou il n'est pas dans une situation grave, quoi, et que soit essayer de comprendre en étant à l'écoute, ou soit orienter vers des personnes qui peuvent l'accompagner, quoi. C'est très juste ce que tu es en train de dire, ça m'évoque de dire simplement écouter l'autre. On cherche des fois à trouver des solutions, sauf qu'on n'est pas, quand c'est pas son métier, qu'on est le conjoint, on est trop impliqué émotionnellement, juste écouter, accompagner chez le médecin. Si la personne n'a pas le permis, c'est ce qui me vient. Juste écouter. C'est un peu comme un ado, des fois on cherche la solution, je vais pas bien, je t'emmène chez le psy. Non, je veux juste que tu m'écoutes. Ouais. Et ne pensez pas que vous êtes là pour faire le héros. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de gérer cette situation-là, il faut orienter vers quelqu'un d'autre. Exactement. Et ne pas penser que c'est à vous de guérir. Vous n'êtes pas un sauveur ou une sauveuse. Il y a des gens qui sont, dont c'est l'activité et qui sont là pour aider les personnes dans ces situations-là. Oui, parce qu'on le voit bien, une copine, elle va nous répondre avec ses propres croyances, avec son propre terreau. On n'a pas le même vécu. Donc la même situation vue par un psychologue, un psychiatre ou qui que ce soit vers qui vous avez envie d'aller, ça vaut mieux qu'une copine qui, elle, se sent obligée de répondre ou vous dire « Ah oui, mais ton mec, il est nul, hein, quitte-le. Hein. » Non, c'est vraiment... Il n'y aura pas de recul. Moi, quand je reçois quelqu'un, je me mets dans ma bulle, je vide qui je suis, j'accueille la personne. Donc, soyez dans l'écoute, juste l'écoute, et de la guider vers des structures, pourquoi pas, oui. Tout à fait. Écoute, Clara, merci beaucoup. On a fait le tour. Oui. Enfin, le tour, alors, c'est un sujet dont on pourrait parler plusieurs heures, je pense, qui est ultra important et, j'allais dire dans l'air du temps, même si, comme je disais tout à l'heure, ça a toujours existé, mais il y a quand même aujourd'hui, dans le monde du travail, beaucoup de... Enfin, on en voit de plus en plus, quoi, parce qu'il y a des conditions qui sont pas folles dans beaucoup d'endroits. Complètement. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, alors où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur LinkedIn principalement. Ouais. Donc Clara Toniolo. Oui, exactement. Toniolo. Parfait. Sur Facebook, sur Insta, mais principalement sur LinkedIn. Donc voilà, vous avez quelqu'un qui est à l'écoute de vos problèmes. Merci beaucoup Clara, merci une nouvelle fois à l'espace de coworking Working Share où nous enregistrons cet épisode. Merci Clara. Merci à toi, merci à vous. Plein de bonnes choses pour la suite. Et puis quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.